bah, je suis contente d'être là, d'autant plus que moi j'ai une grande chance dans la vie, je collectionne les handicaps. Donc oui, oui, c'est une chance pour moi parce que comme ça, dans ce que je fais qui est la paire et danse, je suis également intervenante paire où j'ai été formée par le CREAI justement. Donc et ben, le fait d'avoir, plusieurs, cordes à mon arc, plusieurs spécialités et bien, ça aide pour pouvoir parler avec plein de monde et mon expérience est d'autant plus, importante. Donc je suis autiste, donc ça, pour moi, c'est pas une pathologie, c'est juste une différence. J'ai un syndrome d'Ehlers-Danlos qui est une maladie rare, donc je vais pas, rentrer dans les détails et j'ai aussi des tremblements essentiels, d'où le côté, un petit peu, un petit peu agité. Et en fait, tout ça, bah, ça m'a permis de construire plein de choses et surtout de construire ma vie comme je l'aime et de faire des choses que j'aime, c'est-à-dire me témoigner, me consacrer aux autres et surtout sensibiliser et aider les personnes à comprendre ce qu'est le handicap vécu de l'intérieur et de plein de manières différentes. Donc, bah, aujourd'hui, on est plus spécialement tourné vers, les hospitalisations. Donc je suis venue vous parler de mes différentes expériences hospitalières, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Bon, comme je suis gentille, j'ai commencé par les bonnes. On gardera les mauvaises pour la fin, juste avant le repas. Ah, Mais j'espère que ça vous coupera pas l'appétit, mais je pense on pas. a on a quelques établissements de santé entre les 2, comme ça ils ont le temps de s'en remettre. Oui, bon, Voilà. ça va alors, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Donc alors, qu'est-ce que je peux vous dire? Ben, les bonnes, j'ai eu la chance et alors, j'ai fait pas mal d'hôpitaux, hein, il y en a qui sont pires que moi. Bon, j'en ai fait quelques-uns et j'ai eu la chance de pouvoir les faire comme à l'époque, je menais une vie, ce qu'on appelle une vie nomade, puisque j'avais envie de découvrir la France avec, mon mari, que d'ailleurs j'ai pas présenté, hein. C'est mon aidant, familial, celui qui est toujours là quand il faut, même quand il faut pas d'ailleurs, Ah. parce qu'il surveille ce que je mange et tout. Enfin bon, ça c'est une autre histoire, mais je l'aime quand même. Je suis obligée puisque c'est lui qui me ramène à la Oh, maison, c'est sympa ça. donc vaut mieux que je l'aime. Donc en fait, toutes ces j'ai oublié ce que j'allais dire, oui. D'accord. J'ai fait plusieurs hôpitaux, que ça soit, région parisienne, sud de la France, du côté d'Alençon, et puis le Jura, là où j'habite maintenant et la chose positive par laquelle je commençais et pour vous en tant que référent handicap, je pense que c'est quelque chose de très important, c'est parler d'un personnel qui n'est pas, souvent, considéré, c'est les aides-soignantes. C'est des personnes que je trouve extraordinairement gentilles. Elles sont toujours là, elles sont vraiment proches des patients, elles ont un contact avec nous. Enfin moi, j'ai toujours eu de la chance de tomber sur des personnes super gentilles, adorables, qui m'ont même conseillé. Par exemple, à l'époque où j'étais un peu dans le déni, au niveau de mes tremblements essentiels et que je voulais pas voir que ça s'aggravait et que je pouvais plus rien faire, c'est lors de mon hospitalisation à Alençon que l'aide-soignante m'a petit à petit fait comprendre que, ben non, je pouvais plus et il fallait vraiment que je fasse quelque chose, que je passe par la MDPH, et cetera. Parce qu'en fait, moi, j'avais l'habitude que mon mari m'aide pour tout, j'ai toujours l'habitude qu'il m'aide pour tout, y compris pour manger et je ne voyais pas, j'avais pas réalisé à quel point le fait d'être toute seule, ben, m'empêchait de faire des choses aussi simples que de manger, me brosser les dents, me coiffer ou me laver les cheveux et ça, c'est grâce à cette aide-soignante que j'ai pu le faire et dans tous les hôpitaux où j'ai été, les aides-soignantes ont pour moi été des référentes et des personnes hyper importantes puisqu'elles sont toujours à l'écoute, elles sont toujours prêtes à venir en aide. Bon, certains pourraient dire et d'ailleurs on me l'a déjà dit: «Oui, mais c'est leur travail». Moi j'estime que certains font leur travail,
sans, juste comme ça, puisque c'est de l'alimentaire, mais celles que j'ai eues, en tout cas, faisaient vraiment leur travail par vocation et je pense que les référents handicap dans les hôpitaux devraient se baser aussi sur l'expérience des aides-soignantes, discuter avec elles. S'il y a eu une personne qui est porteuse de handicap et qui est venue dans leur service, peut-être, leur poser des questions, leur demander, qu'est-ce qui aurait pu être mieux, qu'est-ce qui aurait pu être, aidé, quels outils utiliser en plus. Donc là, c'est juste un petit avis personnel. Et après, j'ai eu plein d'autres personnels qui étaient très bien, infirmières, urgentistes, médecins et cetera, ergothérapeutes, kinés, enfin toute la panoplie. Et maintenant, bah, comme j'ai pas beaucoup de temps quand même, je vais faire attention. Attendez, je regarde, je sors la montre, je sais pas combien de temps. Attendez. Mais prenez le temps quand même, dites-moi, hein. Oh, c'est bon encore. Non. Ah bon, ça va alors. Ouais. Ça va, ça va. Maintenant, j'ai attaqué les mauvaises Ah, expériences et ça, il y en a aussi eu. Et en rapport avec, mes différents handicaps, en fait, donc comme ça, il y a le choix. La pire que j'ai eue, ça remonte à très longtemps parce que bon, bah, maintenant, je suis grand-mère, hein, avec 3 petits-enfants, donc je suis plus concernée par le fait d'être maman. Mais, à l'époque, quand j'étais plus jeune, donc j'étais enceinte, je m'étais battue pour, pouvoir avoir cet enfant. C'était mon troisième. Mon ex-mari de l'époque était pas trop chaud pour en avoir 3, mais enfin bon, passons. Et j'ai fait une fausse couche à presque 3 mois de grossesse. C'est des choses qui arrivent. Je saignais, je suis allée aux urgences. Le monsieur me fait une échographie et il m'annonce de but en blanc: «Bon, bah, il y a plus de cœur, hein, il est mort». Donc là, je me suis pris ça, en pleine tête. J'étais en état de sidération un peu et quand on est autiste, une des choses, qui nous caractérise, c'est qu'on a beaucoup de mal à exprimer certaines émotions sur notre visage. Déjà, on a du mal à les comprendre, ça s'appelle l'alexithymie. On a du mal à comprendre nos émotions, à pouvoir les traduire, mais notre visage non plus ne les exprime pas. Et il m'a regardé et dit: «Oh bah, de toute façon, ça vous gêne pas, vous en vouliez pas». Et il m'a dit ça comme ça de but en blanc, sans que je dise quoi que ce soit ni rien, mais ça a été d'une violence, bah, 30 ans après, je m'en rappelle encore. Ça a été d'une violence extraordinaire. Ça a vraiment été, je savais plus quoi dire, quoi faire, donc après, bah, je pouvais pas rentrer à la maison évidemment. J'ai été hospitalisée, pour un curetage et cetera. Mais je l'ai encore en tête, j'ai pas la mémoire des visages, hein, ça c'est, un de mes handicaps aussi, mais lui, je pense que bon, quoiqu'il a dû vieillir depuis tant de temps, mais je pense que je le reconnaîtrai tellement ça a été violent. Parce que les personnes dans les hôpitaux ne savent pas toujours à qui elles s'adressent. Est-ce que la personne qui est en face de moi est une personne qui a un handicap, qui peut être, plus sensible? Si j'avais été quelqu'un de dépressif, les dégâts auraient été, les mêmes et puis de toute façon, on dit pas ça à une maman qui perd son bébé, hein, quoi qu'il arrive, hein, ça fait toujours, du mal, je présume, même si à la base, elle en voulait pas, j'imagine. Mais, pour moi, ça a été d'une violence, époustouflante puisque je m'en rappelle encore bien et des fois, j'ai l'impression de le vivre encore. Mais juste puisque mon visage n'avait pas d'expression, il s'est permis d'interpréter ça en disant que j'en voulais pas et ça peut être très violent. Donc vraiment faire attention au niveau de l'autisme, puisqu'en plus, en sachant que beaucoup de femmes ne sont pas diagnostiquées et qu'elles ne savent pas qu'elles le sont, il y a beaucoup de personnes qui ne le savent pas et elles comprennent pas, elles n'arrivent pas à gérer. À l'époque, je n'étais pas encore, diagnostiquée, je ne savais pas que j'étais autiste. Peut-être que si ça m'était arrivé maintenant, quoiqu'à mon âge, ça serait quand même un peu bizarre, mais bon, on ne sait jamais. Si ça m'était arrivé maintenant, j'aurais peut-être réagi autrement et je leur aurais expliqué le pourquoi du comment je ne réagissais pas comme tout le monde. Ce que je n'étais pas capable de faire et puis sous le choc, je n'étais pas capable de le faire. C'est le genre de choses qui peuvent être,
très, très angoissant, très, très dur. Donc c'est pour ça qu'il faut que le personnel soignant soit vraiment formé, heu, à tout sensibiliser. Je me doute bien que c'est compliqué d'être formé à tous les handicaps, mais au moins connaître, quelques bonnes pratiques, ça serait pas mal. La HAS a plein de jolis cahiers et livres avec toutes les recommandations des bonnes pratiques dans plein de situations, donc c'est bien de les lire. Ensuite, qu'est-ce que j'ai eu d'autre? Ah oui, alors, avec le syndrome des lers dans l'os, on a une peau très transparente au niveau des bras. Par contre, nos veines sont de très, très, très mauvaise qualité. C'est difficile de nous piquer, enfin de vouloir, prendre du sang ou de faire faire des intraveineux, poser des cathéters et tout, et je suis tombée sur des infirmières dans un service d'urgence qui n'arrivaient pas. À chaque fois qu'elles essayaient, ça éclatait. Donc, d'un côté, de l'autre, poignet, main, et en plus, moi étant super stressée avec mes tremblements, je vous laisse imaginer, «Mais soyez calme madame!» «Mais je suis calme!» «L'autre main, ça sera mieux?» «Ah bah oui!» Et donc, beaucoup de mal. Au final, ils se sont mis à 3 sur moi pour m'immobiliser, me tenir et accessoirement me hurler dessus en me disant de: «Mais bougez-moi, voyons, comment vous voulez qu'on y arrive si vous faites pas d'efforts?» Bon, bah, voilà quoi. Avec des tremblements essentiels, j'ai été piquée d'un peu partout, puisqu'à chaque fois, puis elles ont fini par réussir à me piquer ici, et elles étaient tellement en colère qu'elles sont pas venues me voir, après, faire, des visites régulières. Résultat, il y a eu une diffusion et je me suis retrouvée avec un bras, donc voilà, et c'est justement dans la chambre, une fois que j'ai été dans la chambre et cetera, qu'ils s'en sont rendus compte et ils ont dit: «Mais comment ça se fait?» «Ah bah, mystère». Donc ça aussi, mauvais souvenir. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je peux C'est rebondir 2 secondes sur ce que Oui, vous venez de dire? bien sûr. Ce que vous dites est extrêmement important et on comprend la difficulté. Il y a vraiment un tout intérêt, c'est la demande des référents handicap, on l'a vu avec le questionnaire, de sensibiliser et de former Mmh, au handicap, à la connaissance des handicaps voilà. et puis à l'écoute de la personne, Mmh. hein, sur, «Je suis comme ça parce que j'ai tel syndrome» et cetera. C'est ça, Oui, hein? Ouais. oui, oui. Oui, oui, c'est vraiment très important, ça et l'empathie aussi, et se dire que arriver dans un hôpital ou même face à un médecin, hein, le fameux syndrome de la blouse blanche, surtout plus on a eu des expériences qui étaient pas très positives, plus le stress augmente, et ça fait que même, donc là, vous me voyez en face de vous, je parle beaucoup, je suis une vraie pipelette, demandez à chéri Bibi. Il a du mal, il aimerait bien des fois il demande, «C'est quand que j'ai eu une anesthésie la dernière fois?» «Ah oui, le mois dernier, j'avais un entéro-IRM à faire». «Non, c'est pas pour ça l'anesthésie, la gastroscopie», voilà, et et il a demandé à l'anesthésie s'il pouvait pas avoir un petit peu de produit à ramener à la maison parce que pour que ça m'arrête. Mais là, comme ça, je suis très souriante, très volubile, je parle beaucoup, et cetera. Mais quand on est dans une situation de douleur, d'ailleurs, il va falloir que je rebondisse sur un truc que j'ai entendu tout à l'heure. Dans une situation de douleur, de stress et qu'on ne sait pas ce qui va nous arriver, que souvent on nous dit: «Ah mais non, les dents ne peut pas vous accompagner», surtout la fameuse période covid où on dit: «Oui, non mais je suis handicapée, je suis autiste», sur ma carte, il y avait marqué, besoin ma CMI, il y a bien marqué: «Besoin d'accompagnement». Eh ben non, des fois certains hôpitaux disent non et pas le droit de venir aux urgences parce qu'ils ont pas assez de place, parce qu'ils sont débordés, parce qu'ils voilà. Bon, d'un côté, je peux comprendre, mais parfois c'est indispensable, et quand moi c'est comme ça, je comme dès qu'on me dit, «Non, il aura pas le droit de rester», je commence à pleurer, je suis comme les enfants, je commence à pleurer avant d'avoir mal. Donc comme ça au moins c'est clair, et c'est très, très dur après d'arriver à s'expliquer, à dire les choses et à pouvoir essayer de faire comprendre ce qu'on ressent, et ça justement pour ça,
le rôle des référents handicap, c'est peut-être d'expliquer tout cela aux différents services et aux personnes, notamment aux urgences, puisque là, ça concerne les urgences qui, comme on le sait, sont débordées. Les rares fois où j'y suis allée, et d'ailleurs, je préfère éviter d'y aller. Et pour que j'y aille, il faut vraiment, vraiment, vraiment que j'ai mal, puisque c'est un endroit où j'aime pas aller, comme beaucoup de gens, hein. Mais on sait qu'ils sont débordés, que c'est pas simple pour eux et que les gens sont pas très gentils avec eux non plus. Maintenant, on voit dans tous les hôpitaux les affiches, si vous parlez mal, les sanctions, pas le droit d'agresser un soignant, un personnel, et cetera. Mais quand on arrive et qu'on a un handicap comme l'autisme, par exemple, tout ça, on zappe et on oublie totalement quand c'est nous qui sommes à la place du patient et qu'on se met à paniquer, à stresser et qu'on n'arrive plus à s'exprimer. Et ça fait que on dira les choses au minimum et les personnes, eh ben, verront les choses au minimum aussi. Ce qui est dommage parce qu'il existe quelque chose qui s'appelle l'espace santé, mon espace santé, qu'on remplit un papier. Elles vous ont payé, c'est pas possible. Ah, Elles vous ont payé. ah non, 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 bah, on va en discuter après. Mon espace santé, sur lequel on peut faire une petite synthèse de tout ce qui nous concerne. Et pour les services d'urgence, je pense qu'ils doivent avoir les identifiants pour pouvoir aller dessus, prendre notre fiche. Il suffirait de poser la question: «Est-ce que vous avez un espace santé?» Oui, hop, ils peuvent aller dessus et voir tous les handicaps et tout ce qui concerne. La fiche de synthèse est très, très bien faite. Il y a tous les médicaments et tout et ça permet de simplifier les choses quand on se retrouve face à quelqu'un qui a un handicap tel que l'autisme, je parle de ce que je connais, qui est stressé et qui arrive à un mutisme et qui ne peut plus parler. Et ça serait peut-être bien de le mettre dans les protocoles. Poser la question ou dans un papier: «Avez-vous êtes-vous abonné à mon espace santé? Avez-vous rempli les papiers?» «Oui, oui, oui», tac, il y a plus qu'à imprimer et c'est bon. Ça pourrait être une idée que je lance comme ça en passant. Et la dernière chose, ah oui, tout à l'heure, les chiffres qui ont été donnés à propos des échelles de la douleur. Donc j'ai vu qu'il y avait 61, c'est ça qui de réponses qui disaient qu'il n'y avait pas d'établissements de santé qui n'ont pas d'échelle de la douleur. Alors ça, désolée de vous le dire, mais c'est un peu grave quand même. Je En fait, c'est très important. Il faut savoir déjà pour les enfants, ensuite pour les personnes âgées, ensuite pour les personnes qui porteuses de handicap, d'autisme, des personnes comme ça ou avec déficience. Pouvoir donner la fameuse question: «Si entre 0 et 10 Ouais. ou entre 1 et 10, donnez-nous votre douleur». Et ben moi, je peux vous le dire, je n'ai jamais pu le faire. Moi, je réponds 132 à chaque fois. Ah, c'est pas mal aussi. Ben moi, j'essaye d'être une bonne élève, donc à l'école, on m'a appris que la moyenne, c'était bien, donc je dis 5. Mais ça correspond à rien. Pour moi, j'arrive pas à voir à quoi ça correspond. Et c'est là d'autant plus qu'il y a 2 ans, j'ai été passer 6 semaines, au CHIPR de Salins-les-Bains, pour ma rééducation, enfin avec le CED. Et là, ils m'ont expliqué que je faisais partie des personnes qui avaient une hyposensibilité à la douleur. Mmh. C'est-à-dire, c'est pas que je ressens pas la douleur, c'est que quand je la ressens, c'est déjà trop tard. Moi, je commence à la sentir quand d'autres sont déjà à 6. Donc si moi je dis, 2-3, et ben, ça veut dire que c'est déjà beaucoup plus haut. Mais le problème, c'est que si les personnes qui s'occupent de moi ne le savent pas, elles n'agissent pas en conséquence et c'est pas moi qui irai réclamer, des antidouleurs et cetera parce que quand je suis dans un hôpital, en général, je suis dans mon coin, je bouge plus et tétanisée et j'attends qu'une chose, c'est de pouvoir m'enfuir de là. Donc moins on me fera de traitements et de soins, mieux je me porterai. Enfin, dans ma tête, hein, pas physiquement. Mais c'est un peu comme ça. Et ça, pareil, c'est des choses les échelles de la douleur, il y en a des super bien. Il y en a vraiment des très bien faites, que ça soit pour les enfants, que ça soit pour les personnes,
porteuses de handicap, pour les personnes porteuses d'autisme. Il y en a plein. Il y a même un site, qui s'appelle, je ne sais pas si vous connaissez, Santé BD. Oui. Et il y a pas mal de choses, là je change un peu de sujet, mais qui expliquent vraiment très bien les choses et qui permet de discuter avec, les enfants, avec les personnes autistes et d'arriver à se mettre à leur niveau. Pareil, on parlait, j'ai vu que le côté pictogramme avait été avancé. Ce qu'il faut savoir au niveau de l'autisme, il y a plein de sortes de pictogrammes. Et parfois, un hôpital ou un établissement qui voudra bien faire aura prévu ces pictogrammes. Alors faites très attention. Essayez d'en avoir au moins 2 sortes différents. Parce que, une personne autiste, pareil, je parle toujours de ce que je connais, et si elle est dans un établissement, un IME ou, après un établissement, un MAS ou n'importe quoi, elle aura son propre système de pictogrammes. Et parfois, si les pictogrammes sont trop différents les uns des autres, ça ne lui parlera pas, puisque avec l'autisme, on a un problème de généralisation. C'est-à-dire que, par exemple, une assiette avec le couteau et la fourchette, qui veut dire que c'est l'heure de manger. Hop. Eh bien, si cette personne-là a l'habitude de voir une photo de l'assiette, du couteau et de la fourchette et non pas le pictogramme en noir et blanc, ben pour elle, ça ne voudra pas dire que c'est l'heure de manger. Pour elle, ça ne voudra rien dire. C'est juste un dessin avec une assiette, une fourchette à couteau, mais ça ne rentrera pas dans son domaine, dans sa manière de voir les choses et de communiquer, qui est de voir la photo. Alors essayez peut-être dans votre hôpital d'avoir peut-être de vous renseigner sur les différents PECS et sur les différents, CA, les différents systèmes de communication qui existent et voir si vous pouvez pas avoir, bon, peut-être pas tout, mais un petit modèle de chaque, des 2 principaux, on va dire, pour pouvoir communiquer avec la personne autiste. Donc voilà, maintenant si vous avez des questions. Ben, bravo, merci Nathalie. Merci à vous. Alors, on va voir s'il y a des questions. Déjà, vous avez été très clair. Et puis vous en avez fait la promotion de choses dont on veut faire la promotion. Donc Ah bah on vous voilà. a C'est pas bien. payé, mais bravo. Non, Hein. non, mais il y a à manger après. Il y a à manger après. Oui, oui, il y a à manger, promis. Est-ce que quelqu'un veut réagir ou questionner Nathalie? Alors Nathalie, reste avec nous pour le repas. Reste avec nous cet après-midi avec Chérie Bibi, elle vous appelle, je ne connais pas votre prénom, donc Bruno, voilà. Avec, bah oui, voilà, on va présenter quand même Bruno. Oui, Hein, désolée. donc au moment du repas, dans les ateliers, ils seront présents dans un des ateliers. Donc on pourra encore bien sûr bénéficier de leur expérience en tant que personne avec handicap et qu'aidant, dont on a bien compris la place essentielle. Épuisante certains soirs, j'ai bien compris, mais essentielle. Non, bah, si vous voulez la shooter, on s'inquiète un peu, mais... Avez-vous des questions ou des remarques ou des réactions avant? Donc en fait, je voulais vous remercier pour votre intervention et surtout le fait que alors moi je suis Muriel Cruz, je suis référente sur le centre hospitalier spécialisé du Jura. Voilà. Et je voulais vous remercier par rapport à votre intervention pour ce qui a fait tout ce qui est le handicap et le cyclisme. Parce que je pense que nous sommes en nous, au niveau des hôpitaux psychiatriques, lorsque l'on accompagne des personnes en soins généraux. Alors, il y a des fois une stigmatisation du trouble psychique. Et c'est très difficile lorsque l'on arrive à apprendre, on nous laisse des fois de côté. Ah Je oui. vais pas faire une généralité, mais en tous les cas, quand vous parlez de vos troubles, quand on accompagne des personnes qui sont dyscommunicantes, non communicantes, c'est très difficile par rapport à la prise en charge des soins somatiques. Et c'est vrai que le travail, je pense, de cette relation à avoir avec et la psychiatrie et les soins généraux me semble vraiment primordial. Quand vous dites que l'angoisse des patients qu'on accompagne souvent est accompagnée de crises classiques, et du coup ça fait très peur à tout ce qui est soins généraux, ils ne savent pas. Je pense que cette peur est due au fait qu'ils ne savent pas comment réagir. Hein. C'est pas une peur, je veux dire,
C'est vraiment- Elle est compréhensible. C'est ça, on l'a pris en compte. Et du coup, le fait qu'il y ait des aidants, aussi bien au niveau des familles que des professionnels du soin, de la psychiatrie, est vraiment important par rapport à ce type de handicap. Oui. Je pense que c'est primordial qu'il y ait un travail en lien entre elle en psychiatrie et les soins généraux. Oui, Tout à fait. c'est important de faire des liens. En plus, il n'y a pas longtemps, c'est au mois d'octobre, quand on était à la fac de médecine, il y a une jeune élève en 3e année, je crois, de maïeutique, qui venait me voir pour me dire qu'elle a eu comme ça une patiente qui est arrivée dans leur service. En fait, elle est arrivée en VSL et ils l'ont déposée dans la salle d'attente et elle parlait pas. Tout ce qu'elle avait, c'était un papier de son médecin traitant qui disait qu'il fallait tel examen. Elle n'est pas rentrée dans le détail, évidemment. Et ils ont été obligés de la faire repartir sans avoir pu procéder à l'examen en question, puisqu'elle ne parlait pas. Il n'y avait aucun accompagnant, aucun aidant. Et elle a même pas pu dire, elle savait pas si c'était une personne qui venait de son domicile. Il y a de fortes chances que oui, puisqu'elle me disait qu'en général, quand ils viennent d'un centre, il y a toujours un accompagnant avec. Et elle avait été déposée comme ça, sans expliquer. Et donc, tout simplement, ils ne pouvaient pas lui demander son consentement pour pouvoir faire les soins, ce qui est quand même important, surtout à ce niveau-là, au niveau gynécologique. Et ils ne pouvaient pas lui faire de soins sans son consentement, sans savoir si vraiment elle savait pourquoi elle était là, parce qu'à première vue, elle ne savait pas. Et donc voilà, donc effectivement, c'est ce fait de pas avoir, ce lien qui aurait pu aider est important. Donc c'est bien ce que vous dites. Si vous voulez monter des séances de sensibilisation dans vos établissements de santé, on va y travailler avec Dounia. Des personnes comme Nathalie sont précieuses pour faire comprendre les difficultés. Merci beaucoup. Merci de à vous. rester avec nous. Je pense qu'on peut l'applaudir très, 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 très fort. Merci beaucoup. Bravo. Cette vidéo vous a plu? Vous pensez qu'elle pourrait intéresser une personne de votre entourage? Alors, n'hésitez pas à la liker, la partager ou la commenter. Et si vous voulez en voir d'autres et suivre ma chaîne, abonnez-vous et surtout, cliquez sur la petite cloche. Vous serez notifié de chaque nouvelle sortie. À bientôt sur le monde de Tis.